Alors, pour vous annoncer notre plan, aujourd'hui, nous allons parler du virage numérique au temps de la COVID. Donc, dans un premier point, on vous fait une mise en contexte. Certains l'ont appelé virage, d'autres bascule ou encore transition. Donc, on se rend compte de l'importance que ça a eu et que ça va avoir dans nos prochains mois. Et dans un second temps, on va vous donner quelques outils, conseils, de façon à pouvoir revoir votre stratégie marketing, ajuster vos plans, miser sur votre image de marque et souligner l'importance de votre mission, valeur et vision d'entreprise. Et enfin, il y aura le témoignage de Femmes et Sœurs, animé par Louisa. Donc, on va avoir Véronique et Louisa dans un second temps. Véronique va nous présenter son organisme. Et ensuite, il y aura des questions-réponses avec Louisa Grécou. Alors, nous commençons avec notre virage numérique. Effectivement, on parlait de mise en contexte. Il va être important de la souligner parce que c'est de là que tout est parti. On a eu des mesures de distanciation et de confinement qui ont été mises en place. Ça a effectivement tout changé à nos habitudes, tout changé à notre façon de travailler, à la façon dont on aborde et notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Il y a eu énormément d'impact, évidemment, au niveau des transactions. Tout se fait sur les plateformes en ligne. Le e-commerce a vu une croissance de 118% entre 2019 et 2020. Donc, entre mars et mars, entre les deux, en un an, disons. Et des grosses entreprises comme eBay ou Amazon, qui étaient évidemment déjà très forts au niveau transactionnel, ont vu leur demande exploser et sont en demande de milliers, de centaines de milliers de postes, entre autres aux États-Unis, pour mieux répondre à la demande. La communication des marques, dont on va parler aussi aujourd'hui. Il est certain que pendant la pandémie, la communication des marques est très importante, déterminante pour une grande partie des consommateurs et du public. Elle commence déjà à influencer à plus de 40% les achats, mais les gens ont l'intention de encore plus déterminer leurs achats futurs en fonction de la communication des marques. Donc, on peut se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur les marques et sur leur visibilité au sein de la communauté. Donc, on a évidemment de grands changements au niveau de nos habitudes de vie. Le télétravail et les services à distance ont pris une ampleur incroyable. C'est d'ailleurs l'unique façon de maintenir des activités pour une majeure partie des professionnels. La moyenne passée sur le web en tout cas suite au confinement chinois, parce qu'on a les données chinoises qui sont sorties bien avant les nôtres, il y avait quand même une moyenne de 7,5 heures par jour de la moyenne passée sur le web pour la Chine. C'est une moyenne. Il se peut même que ce soit à la hausse. En tout cas, pour moi, c'est à la hausse. Donc, c'est certain qu'on a vu nos habitudes changer et nos réseaux, l'importance que le web a pris est indiscutable. La visioconférence, c'est devenu l'outil essentiel. On le vit pour nos formations, nos réunions, même les consultations médicales non urgentes maintenant se font à distance et parfois par visioconférence. Des applications comme celles qu'on utilise aujourd'hui, comme Zoom, est passée d'une moyenne de 10 millions en décembre 2019 à 300 millions d'utilisateurs par jour aujourd'hui. Et probablement que c'est encore en augmentation au mois d'avril. Donc, la progression d'audience est de 3000%. Facebook lance Messenger Rooms. Il l'a lancé le 24 avril, il y a quelques jours. Et on se rend compte que c'est évidemment pour contrer Zoom et pour répondre à cette demande et à l'engouement qui sont assez flagrants. Au niveau de nos habitudes de consommation, évidemment, elles ont changé. On en a un tout petit peu parlé tantôt. On a vu sur Google Trends le shopping online, toutes les transactions qui se sont faites sur les sites en ligne ont vu une hausse fulgurante. Donc, c'est certain, là, on a pris la tendance sur un an, du 28 mars 2019 au 28 mars 2020. Et on réalise évidemment la folle courbe des 2 derniers mois.
Donc, et puis, on voit même l'impact des décisions gouvernementales comme celle du 21 mars, où on va avoir un impact encore plus grand sur les transactions en ligne, transactions e-commerce. Donc, ce qu'on prévoit pour l'après-Covid, il est certain qu'on n'est pas des scientifiques, qu'on n'a pas encore de données précises de l'après-Covid, mais il y a plusieurs tendances qui se profilent. Et pour de nombreux observateurs, on prévoit un impact majeur et durable sur les habitudes de consommation et également sur le travail à distance. Donc, c'est certain qu'on va devoir revoir nos stratégies, on va devoir repenser nos communications et en fonction de, tout ce virage numérique qu'on est en train de vivre et qu'on va continuer à vivre pour au moins quelques mois. Donc, on a quelques points à partager avec vous, comme la stratégie. C'est sûr qu'il va falloir la fonder sur la flexibilité et la capacité d'adaptation. On va en reparler tantôt, mais revenir aux fondamentaux de son entreprise est pour nous crucial dans des temps de crise comme celle qu'on vit et de l'après-crise aussi également. La portée de vos messages en dépendra. L'importance, l'impact que ça va avoir sur votre clientèle sera sans précédent. Le numérique, lui, devient l'élément central de votre stratégie. Aujourd'hui, il est certain qu'on ne voit que la stratégie numérique, on ne voit que le web actuellement étant confiné. Donc, c'est sûr que notre présence sur le web et la communication avec son réseau sur une base régulière va être aussi un des éléments clés de notre façon de nous démarquer. La présence et la révision de notre stratégie de contenu, notre charte éditoriale, c'est sûr qu'on ne peut pas parler aux gens comme on parlait avant le Covid. C'est sûr qu'on ne peut pas vendre comme on vendait avant le Covid. Et c'est sûr qu'on ne peut pas adopter une tonalité légère et insouciante. On vit une période particulière et je pense que les gens ont besoin de ressentir que c'est partagé, que c'est compris, qu'il y a de l'empathie à travers les différentes communications qu'on va avoir. Au niveau de notre deuxième partie de nos outils, de notre boîte à outils, on a la stratégie marketing qui est évidemment au centre, au cœur même de notre plan de communication. Et il va être très important de maintenir une relation de confiance. Et pour cela, il faut une communication qui est appropriée, qui est pertinente et qui évidemment est en lien avec nos valeurs d'entreprise. La révision de nos fondamentaux, c'est certain que pour rester cohérent avec notre culture d'entreprise et notre image de marque, il va falloir qu'on revoie nos fondamentaux, qu'on les remette en scène et puis qu'on les mette de l'avant dans nos communications. Le fait de rester proactif aussi, notre contexte est changeant. Tous les jours, on a de nouvelles informations à partager, auxquelles et c'est certain que ce contexte-là, au vu de la situation qui est en constant changement, il est important de rester à l'affût des informations et également de savoir les partager avec notre communauté lorsque ces informations sont adaptées. Donc, c'est sûr que notre image de marque, c'est le gage de confiance. Et cette image de marque passe par notre communication et comme on disait, elle passe principalement, exclusivement en ce moment par le web. Les fondamentaux de notre culture d'entreprise, il est très important d'y revenir. On va voir aussi, Véronique nous en parlera tantôt lorsqu'on va échanger avec elle. La vision, les valeurs et la mission vont déterminer la portée de nos messages. Donc, c'est certain que l'impact n'est pas le même lorsque nos bases et nos fondements sont solides. La stratégie numérique, il faut la revoir, c'est certain. Il faut la reprendre, l'adapter à cette nouvelle réalité. On a une communication qui est multicanale, donc il faut bien faire attention à être cohérent, régulier sur toutes nos plateformes et celles en tout cas qu'on a choisi de mettre de l'avant pour notre produit, pour notre service, pour notre compagnie. La recherche de solutions est bien plus importante que la recherche de vente pour ceux qui sont dans une logique de vente ou de promotion. La profitabilité n'est pas le mot le plus, du moins ce qui va le plus plaire à votre public. Ce n'est pas la profitabilité, mais c'est vraiment une démarche de solution, d'offrir des solutions à sa clientèle, à son public, à sa communauté. L'humanisation des communications, c'est certain qu'on vit un virage numérique et que le numérique, on est dans le virtuel,
mais ça ne nous empêche pas d'avoir une communication qui soit humaine, qui soit basée sur l'empathie, sur des valeurs solides, malgré notre distanciation sociale, malgré notre confinement, malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses, nos réflexes qui vont changer. Notre tonalité est importante, notre charte éditoriale est importante, et créer une relation empathique, de proximité et toujours factuelle, être dans les faits, être dans la transparence et la clarté, ça va être vos ressources clés pour avoir une tonalité et une communication efficace avec vos clients. Donc, on parlait de communication multicanale dans la slide précédente et effectivement, on vous a donné un petit exemple de ce que ça peut être. Alors évidemment, aujourd'hui, notre invité, c'est Femmes et Sort. Alors, on en a profité pour vous montrer, on en reparlera tantôt, mais en gros, c'est ça. L'adaptation de vos messages à votre auditoire et surtout la déclinaison cohérente à travers vos plateformes est très importante. Donc, toujours, on ne peut pas avoir 4 messages sur 4 plateformes différentes, mais bien au contraire, pour avoir une portée intéressante, il va falloir avoir une communication qui soit la même et qui soit déclinable un peu sur tous vos supports. Alors là, on a pris l'exemple de Facebook et LinkedIn pour les réseaux sociaux, ainsi que la page web, mais ça peut être pour un photographe, ça peut être Instagram et Facebook. Donc, ça va dépendre de votre produit et de votre service, effectivement. Donc, on parlait de la confiance dans les marques et on parlait d'image de marque et du gage de confiance. Et ça, c'est pour appuyer notre point. Donc là, c'est un baromètre de confiance qui a été généré par Edelman en avril 2020, donc qui est très, très récent. Et on voit ici la profitabilité qui n'est pas tout à fait à l'ordre du jour actuellement et qui peut faire perdre la confiance pour 71% des marchés sondés pour le Canada. Donc, ça vous donne une petite idée. Donc, ici, on a le fait de revoir ses plans et d'être proactif, ça va être un des éléments clés de votre adaptation et de votre stratégie. Donc, être à l'écoute, être proactif, c'est aussi répondre aux demandes spécifiques des clients et partenaires et y répondre avec clarté et transparence. Être proactif et à l'écoute, c'est également faire un compte-rendu régulier des changements et des impacts. Donc, on parlait des changements constants, que ce soit des décisions gouvernementales ou autres, mais c'est sûr que ça a un impact sur les horaires, les inventaires, la disponibilité et parfois des choses qui nous semblent être des détails, mais les normes d'hygiène et les politiques qu'on offre à nos employés en temps de COVID, ça va être des éléments qui, quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit le type d'entreprise qu'on a, va être un élément clé aussi pour montrer que nous sommes au courant, que nous sommes sensibilisés et que nous protégeons à la fois nos employés et nos clients. En point 3, on a parlé de la planification de divers scénarios. Ça, il nous semble très important et très intéressant à souligner. En gestion de crise, il va être très important de faire différents scénarios. Sur des périodes alternées, on peut faire des scénarios sur 3 mois, sur 6 mois ou sur 1 an. En variant les activités, les promotions et la communication qu'on va pouvoir faire. C'est de la gestion de crise et la communication aura de fortes conséquences sur vos scénarios. Si vous les avez préparés d'avance, ça n'aura ça ne pourra être que très positif et augmenter votre portée. En point 4, évidemment, on parlait tantôt de notre nouveau contexte, notre nouvelle réalité, et puis les technologies qui sont disponibles en ce moment avec la visioconférence, nos différents canaux. On parlait d'omnicanal, donc le courriel, le blog, les sites web, les réseaux sociaux. Tous ces éléments-là vont vous permettre de garder le contact avec vos partenaires, avec vos clients, avec vos clients potentiels, mais le confinement ne doit pas nous empêcher de garder le contact avec nos proches et avec nos proches partenaires. L'importance de la culture d'entreprise, il est certain qu'on va en reparler tantôt, mais pour nous, il est très important de la mettre de l'avant. Et aujourd'hui, ce n'est pas par hasard qu'on va mettre de l'avant l'importance de rassembler et d'éduquer. On pense que c'est fortement en lien avec la mission de Femmes et Sort, et c'est pourquoi on vous donne ce volet-là. Il y a d'autres éléments qui sont importants dans la culture d'entreprise, mais aujourd'hui, on va insister sur ce point-là.
85% des sondés trouvent ça important que la marque ait un rôle pédagogique et informationnel. Et c'est parfois, ça peut porter parfois uniquement, comme on disait, sur les normes d'hygiène, sur la distanciation, sur des outils pour garder ses distances, pour tout un certain nombre de petites choses qui parfois paraissent anodines, mais qui sont importantes pour vos clients. Et le rôle pédagogique, ça passe aussi par des webinaires, ça passe par des formations en ligne, ça passe par toutes sortes de choses, et chacun adapté, de façon adaptée à son produit ou à son service. 93% des sondés pensent que la marque joue un rôle important en s'engageant auprès du gouvernement. Donc effectivement, appuyer le gouvernement dans ses règlements, dans ses prises de décision, relayer la parole du gouvernement ou relayer la parole des médecins, par exemple, peut être aussi un élément à ne pas négliger. Évidemment, on va insister sur un des points qui est au cœur de notre webinaire aujourd'hui, les réseaux sociaux. Et pour 84% des sondés au Canada, les réseaux sociaux favorisent l'échange et le sentiment d'appartenance. Donc, il est certain que votre marque, en étant présente sur les réseaux sociaux de façon régulière et de façon pertinente, va favoriser le sentiment d'appartenance malgré ce qu'on vit en distanciation et en confinement. Donc, pour finir sur cette image-là, il est certain que le fait d'avoir cette communication pertinente, d'être dans l'échange des sentiments d'appartenance, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça sera tout aussi pertinent demain. Donc, l'après-Covid, c'est aussi ça, et ça sera encore plus que des 84 ou 85% de sondés, parce que les gens vont se baser sur ce qui s'est passé au préalable, sur la façon dont on a communiqué au préalable, sur est-ce qu'on a été présent, est-ce qu'on a été empathique, est-ce qu'on a adopté le bon ton, est-ce qu'on s'est mobilisé, est-ce qu'on s'est engagé auprès de notre communauté. Tous ces éléments-là vont être déterminants dans la consommation et dans le maintien de confiance et de votre clientèle. Et on a tenu à vous faire un petit récap assez sommaire parce qu'il se passe énormément de choses de ce point de vue-là. Mais évidemment, on a les géants, les Google, les Facebook, les Amazon de ce monde qui se sont beaucoup engagés ces dernières semaines. Et ce n'est pas par hasard. C'est effectivement pour maintenir ce lien social et maintenir ce gage de confiance. Donc, ils ont annoncé, par exemple, pour Google et Facebook, l'interdiction de toute publicité en lien avec les masques médicaux sur leur plateforme, de façon à préserver les professionnels de la santé qui étaient en pénurie. Amazon a fermé de nombreux comptes en lien avec un peu une façon un peu détournée et mal intentionnée de faire du profit sur tous les gels hydroalcooliques et les masques. Donc, des milliers de comptes ont été fermés dans le monde. LVMH, qui est positionné comme haut de gamme, a totalement changé ses chaînes de production, passant de sacs ou de prêt-à-porter haut de gamme à de la confection de blouses et de masques pour les professionnels de la santé. Évidemment, on vous a fait une liste, mais on vous épargnera toutes les stars qui ont fait des dons, des concerts en ligne, toutes les marques de produits haut de gamme, bas de gamme, moyen de gamme qui se sont mobilisées pour la Covid. D'un point de vue plus local, et ça, je prends les dernières informations qu'on a reçues au Québec, les microbrasseurs ici, malgré l'impact financier, se sont beaucoup mobilisés, comme il y a eu Boréal qui s'est mobilisé qui a fait une gamme de 7 bières en collaboration avec des artistes. Et donc, avec l'hashtag « On se serre les coudes ». Il y a la microbrasserie 4 Origines qui s'est mobilisée avec sa bière 100% québécoise, avec son hashtag « Ça va bien aller », où là, les recettes sont pour la lutte contre la faim et la pauvreté. Donc, on voit qu'à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'activité, la mobilisation s'est faite et c'est ce dont on parlait qui va être très important à mettre de l'avant
aujourd'hui et dans les prochaines semaines, évidemment. Donc là, je vais vous faire un petit top 4. C'est notre dernier petit récap de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Alors, il va être important pour nous, en tout cas, ce qu'on retient, c'est de rester cohérent avec sa culture d'entreprise, avec sa mission, ses valeurs, sa vision, avoir une stratégie qui est flexible, qui va être avec la capacité de s'adapter. Puis, le marketing numérique, le mettre au cœur de sa stratégie, parce que ça va être l'élément clé de votre communication dans les prochains mois. La présence sur les réseaux sociaux et l'adaptation du contenu au jour le jour, c'est effectivement un des éléments clés aussi à retenir aujourd'hui. Quand on parlait de point 2 dans la stratégie flexible, j'ai insisté tantôt sur la gestion de crise et la mise en place de différents scénarios. Et puis, effectivement, ça fera partie de notre réalité et de nos ajustements dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Alors, j'espère que ces outils vont vous être utiles. Je remercie toutes les personnes qui ont été présentes à cette première partie de webinaire. La deuxième partie, elle sera encore plus le fun parce que là, je vais laisser la place à Véronique Dargy et Louisa Grécou de Muse qui vont vous partager un beau cas, un beau plan de communication qu'on a beaucoup aimé en temps de COVID. Puis, je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Louisa Grécou, je suis la cofondatrice de Muse avec Selma. Sans plus tarder, je vais vous présenter aujourd'hui Véronique Dargy de Femmes et Sœurs. Bonjour Véronique. Bonjour, comment allez-vous? Ben, je pense que tout le monde est encore là, ce que je vois ici sur l'écran. Écoutez, je veux vous présenter tout de suite c'est qui Véronique. Véronique est la directrice de l'Aidement des affaires de Femmes et Sœurs et elle est dans l'organisation depuis 8 ans maintenant. Elle a occupé plusieurs fonctions, entre autres la directrice générale du bureau de la Mauricie. Elle s'est jointe à l'équipe de Femmes et Sœurs en 2012. Elle a fait des études par après en marketing parce que je pense que c'est une de ses passions. Et son approche entrepreneuriale et ses compétences sont mises au service d'un organisme engagé auprès des femmes entrepreneurs dans les 17 régions du Québec. Ma première question pour toi aujourd'hui, Véronique, c'est comment Femmes et Sœurs a vécu les tout débuts de cette crise sanitaire? Ben oui, puis si vous permettez, je vais peut-être vous présenter un peu Femmes et Sœurs avant de vous dire comment on a réagi à cette crise-là. Je vois qu'il y a une présentation à l'écran, donc je ne sais pas si c'est possible. Je vais vous mettre, j'ai préparé un beau visuel. Voilà, super. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être là avec vous ce midi. Avant de vous parler un peu là, de comment on a traité la crise chez Femmes et Sœurs et comment on a orienté nos communications, je vais vous présenter un peu l'organisation. Et voilà. Donc, Femmes et Sœurs, c'est une organisation, vous l'avez dit, qui est présente dans les 17 régions du Québec. Donc, notre mission, c'est de contribuer à la création, à la croissance, l'acquisition et la relève d'entreprises détenues en tout et en partie par des femmes. Donc, ce qu'on offre, c'est du financement et de l'accompagnement, donc pour vraiment permettre aux entrepreneurs de bâtir des entreprises durables et prospères. Notre vision, notre souhait, en fait, c'est qu'il y ait plus d'entreprises à propriété féminine au Québec. Donc, je vous parle rapidement de notre raison d'être et de nos valeurs parce que vous allez voir dans la présentation, plutôt, on a parlé de l'importance de revenir aux fondamentaux et c'est vraiment, en fait, ce qui guide nos actions au quotidien, mais ce qui guide aussi nos communications. Donc, notre raison d'être, c'est de donner aux entrepreneurs les moyens de participer activement à la création d'un monde meilleur. Donc, on le sait que les entrepreneurs, en fait, ont un grand pouvoir et les femmes ont ce don-là, ce pouvoir-là de, oui, créer des entreprises prospères, mais aussi d'apporter une contribution à la société et nous, on veut les accompagner là-dedans. Donc, je vous parle rapidement de nos valeurs chez Femmes et Sœurs. On a l'empathie, l'intégrité, la collaboration, l'excellence et l'engagement. Puis, je vous dirai un peu plus tard là, comment ces valeurs-là nous ont guidés aussi dans nos actions. Donc, pour comprendre un peu mieux l'organisation, ce qu'on fait, bien, en fait, c'est à peu près 4000 entrepreneurs
par année qui viennent cogner à notre porte, qu'on accueille, à qui on donne de l'information. Aussi, on travaille avec plusieurs partenaires dans l'écosystème. Donc, on est là pour les écouter, mais aussi pour les orienter. C'est à peu près 100 entrepreneurs. Ah, là, c'est Rachel que vous entendez, à qui j'ai promis plein de sucreries si elle était tranquille dans la prochaine demi-heure. Donc, du financement aussi accordé à peu près 100 entrepreneurs annuellement, ce qui fait qu'on a à peu près 400 entrepreneurs actifs dans notre portefeuille d'investissement via le Fonds pour les femmes entrepreneurs FQ. C'est aussi 2500 entrepreneurs qui participent à nos diverses activités et services complémentaires, dont des cellules de développement collaboratif, donc de co-développement, des activités de formation. On organise également des colloques et des activités de réseautage. Finalement, il y a quelques initiatives additionnelles qu'on a ajoutées en temps de crise, dont l'accès à une brigade d'experts, que je pourrais parler un petit peu plus là, plus tard. Des séances de verbalisation. On a aussi des directs qu'on fait le mercredi sur Facebook avec notre collaboratrice, l'équipe collaboratrice dans le fond, danielhenkel.tv. Sinon, au niveau du rayonnement, bien, on est 6 femmes passionnées dans l'équipe rayonnement des affaires. Puis ça, c'est en plus de toutes les collaboratrices qu'on a à l'interne parce qu'on travaille vraiment en collaboration, tous les membres de l'équipe. On a des médias sociaux nationaux, donc on est présente sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. On a 17 pages Facebook régionales aussi parce que pour nous, cette communication de proximité-là, elle est très importante. Et avec notamment tous les abonnés qu'on a sur les médias sociaux, là, ça nous porte à peu près à 30 000 abonnés au total, donc 30 000 entrepreneurs ou femmes d'affaires avec qui on est en contact. Et, je vais me permettre de te dire, j'ai vu, bravo, j'ai vu, je suis un petit peu femme et sœur sur les médias sociaux et j'ai vu tout le temps des beaux partages d'écran, puis j'ai toujours trouvé cette proximité entre vous autres qui au-delà, ben peut-être vous n'avez pas un regard extérieur souvent, mais c'est une des choses que chez Muse, c'est une de nos valeurs aussi, de vraiment être proche des gens. Et c'est ce qui nous a fait vraiment penser à vous de partager des outils, des expériences avec les gens. Puis, je voulais juste vous dire que c'est vraiment une belle équipe. Merci, c'est tellement agréable d'avoir ce reflet-là parce que c'est vraiment qui on est. Fait que je suis vraiment heureuse de savoir que c'est ce qui est dégagé, puis c'est ce qui vous a plu aussi. Cette proximité-là, vous allez voir qu'elle nous a aussi guidés tout au long de nos actions, en fait, de tous les jours, mais particulièrement dans la crise et dans nos actions de communication aussi. Donc, voilà un peu pour la présentation de Femmes et Sœurs. Donc, j'espère que ça vous aide à situer un petit peu mieux là, qui on est et ce qu'on fait. Parfait. Est-ce que tu vas juste nous conter peut-être... parce que ça a été vraiment une crise sans précédent dans l'histoire. Et je pense que chacun d'entre nous, on a notre propre histoire, nos propres moments de panique, de choc. Et c'est vraiment intéressant à voir comment un organisme comme Femmes et Sœurs a vécu ses premiers moments de la crise dans lesquels on ne savait vraiment pas quoi faire, dans lesquels la réflexion n'était même plus là. Puis, je suis très curieuse de savoir un petit peu plus comment que vous avez vécu tout ça. Oui, en fait, je vous ai mis dans la présentation à l'écran le 13 mars 2020. 10h08. Ça a été notre première rencontre. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que c'était la veille, le jeudi la veille, où on était dans l'organisation d'un événement majeur chez Femmes et Sœurs, donc le plus gros événement de l'année. Je vous parlais qu'on faisait des activités, conférences, formations, réseautage. On devait tenir un colloque à Montréal, 350 personnes. Et donc, la veille, on se retrouve à organiser l'événement, mais en même temps à organiser son annulation au cas où. Donc, ça a été tout un défi, ça a été spécial et je pense que vers la fin de la journée, on a eu les indications là, concernant les rassemblements, l'interdiction de rassemblement, donc ce qui a évidemment guidé notre décision d'annuler, en fait, de reporter cet événement-là.
Et rapidement, on s'est dit, OK, il y a ça qui arrive, il y a d'autres choses. Donc, on n'était pas en mesure de l'anticiper à ce moment-là, mais on s'est dit, on va réunir, on s'était doté d'un plan de gestion de crise, donc on va réunir une équipe, puis on va regarder c'est quoi l'état de situation et qu'est-ce qui est à venir, qu'est-ce qu'on va faire. Je ne vous cacherai pas que même le dos, je me disais, bon, est-ce que c'est précipité de faire une réunion de gestion de crise? Bon, faisons-la, allons voir. Et finalement, on est le 13 mars 2020, il est 10 heures, on est en rencontre. Donc, on commence à échanger. Évidemment, on a des clientes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos clientes, c'est des femmes entrepreneurs. Donc, plusieurs vivent déjà des difficultés reliées à la pandémie. Il y a quelques cas là, qui commencent à se déclarer au Québec, dont dans ma région. Donc, c'est sûr et certain que je commence à voir un peu le danger qui est là, imminent. Oui, ma chérie. Et voilà, donc on est là pour parler de nos clientes en difficulté. Et finalement, on a une collègue qui est connectée et là, qui apprend que quoi, les écoles vont fermer. Donc, rapidement, les choses déboulent. Il y a un peu d'incompréhension. On était là dans une rencontre en se disant, est-ce que c'est trop tôt pour la tenir? On a des clientes qui sont en difficulté, il faut en parler. Puis finalement, là, tout le monde, dont nous, se trouve complètement happé par cette crise-là. Donc, sur le coup, ça a été un peu le choc, l'incompréhension. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, les premières heures, journées, j'ai envie de dire, qu'on était un peu en mode silencieuse. Donc, on est une équipe de communication, mais dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Donc, quoi dire? Donc, ce qu'on a fait, en fait, on s'est réunis, l'équipe de communication, parce que c'est toujours comme ça qu'on travaille, on se réunit, on réfléchit ensemble. Et on avait, l'événement sur lequel on travaillait, mais on devait également partir en campagne publicitaire. Donc, on s'est dit, là, il faut absolument, on met une pause sur tout le plan de communication. On arrête, on fait un reset et là, on revient, on fait une révision complète et on revient. Et on a vraiment eu, en fait, les premières étapes, ça a été de revenir à la base. On a eu ce besoin-là de se rappeler, premièrement, c'était quoi notre raison d'être, c'était quoi notre mission, à qui on parle. Donc, évidemment, sur les médias sociaux, on est là, on est dans la communication. Donc, qu'est-ce qu'on communique, à qui on parle, pourquoi, puis est-ce que c'est si important? Parce que dans les faits, on le disait, on parlait un peu du ton, de la pertinence et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on communique? Sur quel ton? Donc, on a vraiment, c'est ça, les premières étapes, on était nous aussi en état de choc, puis on a eu besoin de se ramener, de faire un caucus ensemble, puis vraiment se reposer les questions de base, de dire à qui on parle, qu'est-ce qu'on veut dire, pourquoi on veut le faire, puis comment on va le faire aussi. C'est très intéressant d'attendre ces moments, ces premiers moments vécus. Pour vous, vraiment, c'était une timing avec le congrès qui s'en venait. Là, je me souviens que je devais faire partie de votre congrès en tant que participante. Puis j'espère qu'on va pouvoir se reprendre peut-être l'année prochaine en personne. Maintenant, je me demande comment vous avez ajusté cette crise, puis quelles sont vos priorités en temps de crise maintenant? Parce que, comme tu disais, votre plan a été mis sur pause, reset est fait, et c'est sûr que maintenant, dans peu de temps, vous avez dû sortir de nouvelles façons, de nouvelles solutions, comme Selma disait tantôt dans sa présentation. Et on est curieuse de savoir quelles sont ces priorités-là. Oui, en fait, on est revenu à la base. Hein? Puis nous, à la base, au cœur de toutes nos préoccupations chez Femmes et Sœurs, ce sont les clientes. Je vais vous parler plus particulièrement des clientes, mais évidemment, en fait, c'est l'humain. Parce qu'on a les clientes, oui, mais on a aussi les employés qui sont au cœur de notre écosystème. Donc, on est vraiment revenu à la base. Premièrement, c'est doté d'outils, de moyens à l'interne pour s'assurer que nous, on allait bien, pour pouvoir être en mesure de vraiment bien appuyer les entrepreneurs ensuite. Donc, il y a eu des formations,
Il y a eu du soutien offert à l'interne, pardon. Et après ça, on est vraiment revenu à nos clientes. Donc, à qui on parle, nous, chez Femmes et Sœurs? On parle aux entrepreneurs. Et qu'est-ce qu'on devait leur dire? Bien, tout simplement que nos services étaient maintenus, puis qu'on était là pour elles. Donc, à l'écoute, disponible, on leur offrait notre soutien. Ça a été vraiment ça les premières étapes, en fait. Et comment on allait le communiquer? Puis là, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. L'image que vous voyez à l'écran, c'est une image, en fait, que notre infographiste a ressortie. Et la veille, j'étais chez moi, puis je cherchais des images pour voir comment on peut illustrer ça. Tu sais, dire à nos clientes, on est là. Puis au fait, nos clientes le savaient parce qu'on était déjà au téléphone avec elles. Nos directrices régionales, nos conseillères analystes étaient déjà au téléphone avec elles. Il y a plusieurs contacts téléphoniques, plusieurs courriels qui se faisaient déjà chaque jour, mais on voulait quand même faire une parution, en fait, sur nos médias sociaux pour reconfirmer cet engagement-là envers notre clientèle. Donc, je cherchais des images de mon côté, puis je suis tombée sur une image comme ça qui fait le signe de cœur avec les mains. Puis, j'ai eu un coup de cœur pour cette image-là. Et le lendemain matin, mon infographiste, on s'écrit tout ça, puis elle m'envoie cette image-là. Puis elle dit, écoute, je la trouve un peu cliché, mais en même temps, je trouve ça magnifique. C'est exactement ce qu'on souhaite dire. Bien, je dis, c'est drôle, on a regardé exactement la même image. Donc, allons-y, c'est notre intuition, on se fait confiance, on y va avec ça. Et on départ, en fait, pour la petite anecdote, c'est qu'on se posait la question, tu sais, sur le ton. Parce qu'évidemment, quand tout le monde vit un drame, il faut faire attention de la façon qu'on va présenter les choses. Et quand on a vu l'image jaune comme ça, Véronique me l'a présentée en me disant « J'adore cette image-là, en même temps, je ne sais pas si elle est trop flash. » Donc, est-ce qu'on doit arborer des couleurs sombres parce qu'il y a un drame inimaginable qui se vit à l'heure actuelle? Et finalement, on s'est dit non, tu sais, le jaune, c'est une de nos couleurs, en fait, de l'image de marque chez Femmes et Sœurs. On s'est dit, on va la mettre de l'avant, cette couleur-là. Parce que c'est une couleur qui fait du bien, qui réchauffe. Puis c'était ça aussi l'objectif, d'être là pour les entrepreneurs, les soutenir, puis d'apporter aussi de la lumière. Et dans le lot de mauvaises nouvelles, on s'est dit que d'avoir aussi des communications qui sont colorées, que ça pouvait nous faire du bien. Donc, c'est ce qu'on a décidé de mettre de l'avant dans un premier temps, mais toujours en plaçant notre valeur d'empathie au premier niveau. Donc, voici une autre déclinaison aussi qu'on a proposée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, je vous ai parlé qu'au départ, on était un peu plus silencieux. Ça a pris un petit quelques jours avant qu'on réajuste notre plan de communication puis qu'on communique. Parce que pour nous, c'est important d'être là où ça compte en premier. Donc, d'être vraiment en appui à nos clientes, aux entrepreneurs aussi. Et donc, on a toute une équipe de première ligne qui sont en contact fréquent avec les entrepreneurs et bien qu'habituellement, l'équipe de communication est plus en mode rayonnement. Donc, dans le fond, on n'est pas beaucoup dans des communications corporatives. On a quelques messages standardisés à l'interne, mais on privilégie vraiment les communications authentiques. Donc, mais là, dans la situation, nos coéquipières avaient besoin d'être outillées. Donc, on s'est vraiment toutes mis l'équipe rayonnement en appui au soutien interne pour pouvoir leur permettre, dans le fond, d'être plus efficaces et de pouvoir offrir cet accompagnement-là auprès des entrepreneurs. Donc, les premières... de couper un petit peu à Véronique, je me demande, de compte que vous êtes dans 17 régions. Fait que, en t'écoutant maintenant, je me disais, comme vous êtes un organisme qui a du bureau un petit peu partout au Québec, vous étiez déjà habitué peut-être à une communication à distance entre vous autres. Fait que, est-ce que pour vous, ça a été un impact, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu quelque chose, une différence énorme? Ou, parce que ce n'est pas le cas de beaucoup. 17, moi, je trouve beaucoup. Puis, c'est extraordinaire que vous avez pu continuer ça, mais il y a eu une certaine habitude peut-être qui était déjà implantée. Oui, c'est vrai. Puis, c'est vrai qu'on ne pense pas à en parler parce que
adaptation-là, pardon, nous, on l'a vécu je pense que c'est en 2016, quand on a fusionné toutes nos organisations où on a commencé à travailler à distance. Fait que pour nous, ce modèle-là de travail à distance, la possibilité de travailler du bureau, d'aller rencontrer des clientes, mais d'être équipé en télétravail pour pouvoir aussi faire des dossiers à la maison, on était déjà habitués à ça. Et moi, j'ai des collaboratrices aux communications à Montréal, à Québec. Donc, on collabore aussi avec les directrices des 17 régions. Donc, on était déjà en mode télétravail. Donc, c'est sûr et certain que pour nous, ça a été un avantage parce qu'on n'avait pas, on était déjà outillés, on était déjà adaptés. Puis, tu sais, d'entrée de jeu, on parlait de la culture d'entreprise. Puis, je pense que c'est l'engagement, la culture d'entreprise, c'est vraiment ce qui nous rallie. Parce qu'on se voit physiquement que 1 ou 2 fois par année. Puis malgré tout, les technologies font en sorte qu'on réussit, dans le fond, à avoir cette proximité-là. Donc, est-ce que dans le cas de vos clientèles, disons que vos bureaux, vos 17 bureaux, à leur tour, parce qu'à Montréal, on est tous assez proches physiquement, mais je me dis peut-être qu'il y a des régions où la clientèle de cette région est un petit peu partout dans la région. Parfois, ça peut être quelques centaines de kilomètres de votre bureau. Et est-ce qu'ils ont, même à leur tour, vos bureaux, ils avaient l'habitude de communiquer avec votre clientèle à travers, je ne sais pas, des moyens de communication virtuels? Oui, c'est ça. On avait déjà ce mode de fonctionnement-là parce que c'est vrai qu'il y a des territoires où c'est très vaste. Donc, évidemment qu'il y a des visites qui se font en personne parce que le contact humain est toujours à privilégier. C'est vraiment, en fait, c'est entre autres une belle distinction qu'on a au niveau du contact humain. Mais oui, c'est des choses qui étaient déjà en place parce que bien qu'on privilégie, c'est ça, de se rencontrer, bien, la technologie peut faciliter les choses. Oui, je te parlais de ça parce que ce que j'ai remarqué de mon côté, de Muse, on avait vu que beaucoup d'entrepreneurs, il n'y avait pas cette habitude-là. Puis, je me dis, si votre clientèle, il y avait déjà une habitude de communiquer par le web, c'est le choc qui était un petit peu estompé. Je veux dire, le choc extérieur, oui, mais de communication, je parle. Tandis que dans la région de Montréal, par exemple, on a eu plus de difficultés à s'ajuster tout de suite. Bon, il y a une question de technologie aussi. Mais dans votre cas, je pense que vous êtes très chanceuse de pouvoir vraiment avoir bénéficié de cette expérience antérieure. Ben oui, ça a été un bel avantage pour nous. Puis, oui, ça a été vraiment un bel avantage, effectivement. Donc, je reviens un petit peu dans les valeurs parce que c'est ce qu'on disait d'entrée de jeu. Puis, si on a eu ce besoin-là de revenir à la base, de se poser, de réévaluer notre plan de communication, bien, ça nous a pris quand même un petit peu de temps puis à absorber le choc aussi, parce que chacune d'entre nous, on est aussi des humaines qui travaillons ensemble, donc il y a aussi des défis par rapport à cette situation-là. Et en pré-entrevue ensemble, on se parlait aussi, là, des fois, le choc des valeurs, parce qu'on a une de nos valeurs qui est l'excellence. Donc, c'est sûr et certain qu'on avait cette volonté-là d'être présente sur le web, d'être, je veux dire en bon québécois, d'être sur la coche. Et cette volonté, en fait, de communiquer, c'est notre rôle de le faire. Mais en même temps, on voulait vraiment agir là où ça compte en premier. Donc, vraiment de donner tout le soutien là, à nos collègues internes, puis faire avancer les choses pour qu'on puisse être en mesure de déjà annoncer des initiatives ou des mesures qui étaient concrètement aidantes pour les entrepreneurs, dont en fait des mesures d'allègement qu'on a pu offrir à toutes nos clientes financées, mais aussi d'autres initiatives puis d'autres projets d'accompagnement. Donc, on a été un peu déchirés même dans ces deux valeurs-là, mais vous savez, quand on est entrepreneur, les entrepreneurs, peu importe ce qu'ils vivent, c'est des personnes qui sont extrêmement résilientes et qui rebondissent, qui ont cette capacité-là. Alors, nous aussi, on s'est ressaisis et on a rebondi. Et on a décidé justement de mettre de l'avant là, tout ce qu'on faisait depuis le début de la crise, puis de le communiquer dans nos médias sociaux. Et
dont en fait le fameux défi du téléphone jaune. Donc, je vous dis rapidement, c'est quoi? Depuis le début de la crise, en fait, toute l'équipe de première ligne, je l'ai nommée comme ça, donc nos directrices, conseillères, analystes, étaient au téléphone avec leurs clientes, en contact continu pour leur offrir du soutien, de l'écoute. Et tout le reste de l'équipe, en fait, on a voulu faire notre part. Et on s'est dit, on a tous des entrepreneurs dans nos réseaux, que ce soit nos expertes, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des collaboratrices, des conférencières, formatrices, etc. Et si, en fait, on faisait chacune 2 appels ou 2 contacts par jour, on est une 50aine d'employés, ça fait 100 entrepreneurs par jour à qui on donne un coup de fil, à qui on envoie un petit courriel pour dire, écoute, je veux juste prendre le temps de voir comment ça va, puis t'offrir mon soutien, mon écoute. Donc, ça a été un petit défi qu'on s'est donné à l'interne et qu'on a décidé aussi de communiquer sur les médias sociaux pour démontrer encore une fois, là, dans le fond, l'engagement qu'on prenait envers les femmes entrepreneurs. Et finalement, je regarde, il me reste peut-être 2 petites initiatives là, que je voulais vous parler aussi, qu'on a mis de l'avant. Au-delà de communiquer puis de dire, oui, Femmes et Sœurs, on est là pour les entrepreneurs, etc., avec l'expertise qu'on a, puis notre réseau aussi d'entrepreneurs, notre réseau de contacts, on sentait qu'on pouvait en faire encore plus pour les femmes entrepreneurs. Donc, on a décidé de mettre en place des initiatives pour les entrepreneurs, dont en fait il y a une page qui est entièrement dédiée sur notre site Internet à toutes les mesures, initiatives, aussi sur les références, en lien avec la crise de la situation de la COVID. On a fait des infographies pratiques aussi. On a mis en place une brigade d'expertes qui propose de faire des consultations web, donc web ou téléphoniques, gratuites, avec plusieurs expertes, donc issus de différents champs d'expertise, que ce soit au niveau de la comptabilité, au niveau du droit des affaires. Donc, c'est un service qui est là, qui est temporaire, mais qui est accessible à toutes. Je pourrais même vous laisser le lien là, par la suite, mais en vous rendant sur le site Internet de Femmes et Sœurs, vous pouvez remplir un formulaire puis demander des séances de consultation. On a aussi mis en place des séances de verbalisation parce qu'au-delà de recevoir des conseils, qu'on s'est rendu compte dans nos appels, dans nos contacts téléphoniques, c'est de verbaliser, de nommer, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça fait aussi du bien. Donc, on a des personnes formées à l'interne qui ont mis en place des séances de verbalisation. Donc, ça fait plusieurs semaines qu'on tient quelques séances par semaine. Et finalement, une initiative plus récente, c'est un sondage, dans le fond, sur les impacts de la situation de la COVID sur l'entrepreneuriat féminin. Donc, pour recenser, dans le fond, quel est l'état de situation, quels sont les besoins particuliers aussi des femmes entrepreneurs, puis quelles sont leurs attentes par rapport à la relance, pour être en mesure, dans le fond, de les accompagner puis de faire des choix judicieux là, dans nos différentes initiatives puis dans les différentes communications qu'on va pouvoir mettre de l'avant aussi. Ah, voilà une petite dernière mise en lumière de nos entrepreneurs. En fait, nos médias sociaux chez Femmes et Sœurs, on les utilise évidemment pour parler d'entrepreneuriat féminin, différents sujets qui sont pertinents aussi pour les entrepreneurs, les femmes d'affaires. Et on utilise aussi nos plateformes pour mettre en lumière des entrepreneurs parce qu'on pense que, dans le fond, de mettre différents modèles de l'avant, ça peut être inspirant pour les autres. Ça peut donner, en fait, l'envie de se lancer, de faire croître son entreprise. Donc, on a décidé d'utiliser nos pages régionales pour promouvoir, en fait, les entreprises de nos clientes. Donc, on a vu aussi un mouvement se lancer au niveau de l'achat local, l'importance d'encourager nos commerces de proximité. Donc, on a aussi mis de l'avant différents entrepreneurs qui se sont démarqués durant le temps de la crise. Puis, pourquoi? Bien, en fait, pour leur donner un coup de main, pour leur faire profiter de notre visibilité, la visibilité de nos pages, mais aussi pour inspirer d'autres femmes entrepreneurs. Donc, si moi, je suis une entreprise dans un secteur, puis je vois qu'une entreprise dans une autre région, dans le même secteur que moi, met en place des initiatives, des mesures pour un peu pivoter durant la crise et s'adapter et proposer
des services quand même à sa clientèle, bien, ça peut me donner des idées. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là qu'on a aussi mis ça de l'avant. C'est ce qui a guidé aussi nos thématiques des directs qu'on fait les mercredis matins là, sur le pivot d'entreprise. Puis, comment pensez-vous aborder l'après-COVID? On s'entend que maintenant, c'est plus comme avant. Il y en a plusieurs peut-être de vos actions qui vont se poursuivre après. Il y a une réflexion pour le futur. C'est quoi dans votre cas? Quelles sont les actions que vous prévoyez faire? Au niveau de l'initiative, c'est sûr et certain que je vous parlais d'un sondage qu'on a lancé plus tôt. On va avoir les résultats de ce sondage-là ce jeudi. Donc, on a vu déjà des éléments préliminaires, mais c'est sûr que nous, ça va nous guider. Vraiment, ça va nous aiguiller en fait sur les besoins et les attentes des entrepreneurs. Donc, on a déjà des comités de travail à l'interne qui réfléchissent à comment faire le pivot, parce qu'évidemment, comme organisation, nous aussi, je pense qu'on va devoir pivoter. On entend souvent dire qu'il y a le avant COVID, il y a le après. Bien, on ne fait pas exception. Donc, nous aussi, on a à s'adapter. Puis, si on veut encore mieux soutenir les entrepreneurs, on va devoir faire ce pivot-là. Au niveau des communications, Femmes et Sœurs, en fait, on se distingue beaucoup dans notre service par notre humanité. Fait que je pense que c'est ce qui va ressortir, dans le fond, de cette crise-là aussi, l'importance de mettre encore plus d'humanité dans nos communications, encore plus de l'avant. Donc, on a commencé à le faire, à mettre nos directrices régionales en vedette sur les plateformes et on va continuer à le faire aussi. Et aussi, je dirais, peut-être en terminant, un petit élément, là, c'est au niveau de l'importance de se faire confiance. Je pense que la crise va nous avoir appris ça. Parce qu'à un moment donné, dans le choc, dans le chaos, on se pose des questions, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis finalement, on se dit, bien, avant que cette situation-là arrive, on était des personnes compétentes, on savait où on allait. Donc, je pense que c'est normal d'être déstabilisé comme ça. Et c'est important de se faire confiance et confiance en notre intuition aussi. Donc, puis je terminerai, et là, vous entendez Rachel, qui, je pense, a donné tout le temps qu'elle pouvait m'accorder, avec une petite citation. Donc, la situation qui m'inspire, vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. C'est vraiment... Wow! J'aime ça. Je pense qu'on s'approche de la fin. Ben, moi, avant de terminer, Véronique, si tu me permets, moi, j'ai quand même une question. Je t'ai entendu. Merci infiniment pour ce beau témoignage. Concernant les actions de Femmes et Sœurs, c'est vraiment parlant. Moi, j'ai un petit côté entrepreneur aussi. Et j'étais pas forcément une entrepreneure très active sur les réseaux sociaux. Alors là, je me demande, est-ce que avec le COVID, même si je ne suis pas une entrepreneur active sur les réseaux sociaux, je dois devenir ou je dois rester qui j'étais ou c'était un peu plus ça, moi, mon questionnement quand j'entendais parler. Est-ce qu'il faut adapter sa stratégie à cause de la crise, même sortir de sa zone de confort ou simplement rester qui on est, mais peut-être en ayant peut-être plus d'attention parce qu'on est en période de crise? C'est une bonne question. Je vais reprendre Véronique, on t'entend pas, tu es sur mute. OK. J'ai envie de... Allô, Véronique? Je pense qu'on a un petit problème technique. Problème technique. Je pense que Véronique est sur mute. Véronique, tu es sur mute. Je ne sais pas si tu nous entends, mais tu es sur mute. Ah non, du côté de Véronique. Véronique, tu nous entends? Bon. Je pense que j'ai un... Ah, en fait, tu es on and off. Là, tu étais on quelques secondes et tu es off. Peut-être juste... moi, j'ai essayé de te démuter. J'active ton son, Véronique? Est-ce que tu pourrais te démuter? Non, c'est ça. Là, on t'entend. Là, on t'entend. Là, c'est parfait. Désolée, là, enfin, quand même une problématique. OK. Ce sont les joies de la technologie.
Oui, j'ai envie de reprendre un peu la thématique du pivot, en fait, parce que pour moi, le pivot, c'est pas de changer complètement, mais bien de s'adapter. Alors, Véronique, malheureusement, ça vient, ton mute, tu commences la phrase, ça coupe et on finit dans 3 minutes. Je ne sais pas si on aura le temps de couvrir ce point. Je pense qu'on pourra peut-être y revenir en envoyant la rediffusion. Donc, je vous remercie. Je remercie d'abord nos intervenantes, Luisa Greco. Selma est la fille de l'agence marketing Muse et communication Muse. Merci à Véronique, notre invitée du jour. Véronique d'Argy de Femmes et Sort. Merci à vous de vous être connectés de partout. On a des gens du Sénégal, de France, vraiment merci, de Marrakech, j'ai vu, du Canada évidemment. Merci aux personnes qui nous ont suivis, qui nous suivent live sur Facebook. Notre prochain webinaire est dans 2 jours. Ça va être une continuité de la conversation d'aujourd'hui avec notre invitée Jessica Arnois. Donc restez connectés, suivez-nous sur les réseaux sociaux et unis nous serons plus fortes. Je vous remercie infiniment et au plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye. Merci.